nous pourrons définitivement revenir ici. Donc, c'est Jean-Claude qui nous présente ce soir une conférence sur un livre auquel tu as participé et à partir duquel tu veux nous parler de ce que tu estimes être une crise de la santé publique en France. Et donc, je te laisse tout de suite la parole. Voilà, je te mets. Alors, quand on parle toujours d'un point de vue. Moi, j'étais prof de santé publique, assez critique vis-à-vis du monde médical et du système de santé. Et donc, je vais partir de la crise de l'hôpital, parce que tout le monde en parle, deux mots. Hein. Et puis, c'est l'occasion, disons, de revoir pourquoi elle est là. Et le fait que la crise de l'hôpital, c'est seulement un petit morceau de la crise de la santé, du système de santé. Alors, la crise de l'hôpital, elle se traduit par des chiffres. Hein. La direction générale des hôpitaux, qu'on appelait plus comme ça, a fait une enquête récente et elle montre que 127 services d'urgence sur 620 ont des difficultés, soit 20% d'entre eux. Et cette enquête estime que 49 services d'urgence sont en situation de fermeture partielle, 34 voient leur accès régulé et 6 sont totalement fermés. La première chose. Depuis le 1er décembre 2021, 14 200 patients, je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, rassurez-vous, ont passé la nuit sur un brancard sans chambre attribuée, sur un brancard la nuit. 85% des CHU et des CHR déclarent fermer temporairement des lits et en Île-de-France, la PHP a fermé un lit sur 5, bien qu'il y ait une crise importante. Alors, si on passe maintenant au délai d'attente auprès des médecins, ça n'est pas triste non plus. Et surtout, il y a des différenciations territoriales considérables. Quand on prend le premier décile, c'est-à-dire là où les zones sont les mieux pourvues, et le dernier décile, là où elles sont le plus mal pourvues, quand on prend contact, le délai d'attente avec un généraliste est de 0, c'est le cas général à Paris, à 11 jours, c'est pas monstrueux. En revanche, quand on passe au spécialiste, le cardiologue, il faut 104 jours d'attente dans le mauvais décile, contre 7 jours, vous voyez les inégalités. Le dermatologue, c'est 126 jours contre 61 jours. Donc même dans les meilleurs déciles comme à Paris, vous aurez 2 mois d'attente si vous voulez voir un dermatologue. Le pire, c'est les ophtalmos. 189 jours pour les zones dépourvues et 80 jours et 4 jours pour le premier décile. Donc on voit que vraiment il y a des écarts très importants et je pense qu'autour de vous, vous-même, vous avez pu éprouver des délais d'attente qui étaient considérés comme inacceptables il y a, mettons, 2 ans avant la crise du Covid. Voilà, alors c'est le point de départ. Et comme je pense que vous n'êtes pas familier avec le système de santé, je vais vous dire en 2 minutes comment on peut le caractériser. Et on le caractérise par le pluralisme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un secteur libéral, mais qui est d'une importance capitale, parce que dans l'esprit de la majorité, ou au moins des syndicats médicaux, l'esprit de 1927 persiste, c'est-à-dire liberté d'installation, faire ce que l'on veut, libre choix des malades, etc. Ça persiste, au moins pour les plus vieilles générations. Et puis il y a un secteur, alors le libéral, il est beaucoup en ville, essentiellement en ville, mais il y a un tiers qui est dans les cliniques privées. Et le secteur public, c'est essentiellement les hôpitaux, il y a un peu des centres de santé. Eh bien, là, ce sont des salariés. Mais quand j'ai commencé, hein, mes patrons, entre guillemets, avaient vraiment l'esprit libéral, bien qu'ils étaient à plein temps dans l'hôpital. Donc ça, c'est le secteur curatif. Puis, il y a un secteur de prévention qui est extrêmement fragmenté. Il y a plein de services. Hein. Il y a la santé scolaire, il y a la PMI, la santé au travail. Et malheureusement, ces secteurs-là, ils ne sont pas rattachés à la santé. C'est-à-dire que
la santé scolaire, elle est gouvernée, entre guillemets, par l'inspecteur, par le recteur, ce qui va poser des problèmes considérables. Et puis, un secteur médico-social plus récent, dont je dirais deux mots. Alors, la régulation, pendant longtemps, elle a été purement administrative, hein, c'est-à-dire qu'on établissait des normes de lit, temps de lit par département, par ville, et un numerus clausus en 1971 avec la bénédiction des syndicats libéraux. Les médecins étaient vraiment contents qu'il y ait un numerus clausus parce qu'ils ont toujours eu, comme petits commerçants, si je puis dire, ils ont toujours eu peur qu'il y ait trop de médecins, de la concurrence. Et la protection sociale, c'est ce qu'appelle Epstein-Anderson un étatiste corporatiste au départ. C'est-à-dire qu'il y a l'État qui assure la tutelle sur non pas la sécurité sociale, mais les assurances sociales professionnelles, hein, qui étaient très corporatistes. Petit à petit, ça va changer, bien entendu. Mais le point de départ, c'est ça. Et évidemment, le point de départ laisse toujours des traces pendant des décennies et des décennies. Alors, je passe, c'était simplement un petit rappel, mais vous voyez, ça a beaucoup d'importance parce que ça continue à être présent dans l'esprit de beaucoup de gens, avec des avantages et des inconvénients. Alors, la période 1950-1985, c'est la médecine triomphante. C'est la médecine triomphante parce qu'avant, la médecine n'était pas très, très efficace. Et il y a plein de trouvailles, il y a les antibiotiques, la dialyse, les prothèses, enfin je ne vais pas faire la liste, mais il y a des progrès considérables. Et ça permet aux médecins de faire reconnaître leur vision de la santé par la population et par les pouvoirs publics. Et la vision de la santé, c'est l'absence de maladie. Et ce rôle de médiateur est important. C'est un processus très culturel, parce que quand on interroge les gens sur qu'est-ce que la santé, ils vont souvent vous dire bah, c'est le bien-être. Sans parler de l'OMS, cette espèce de définition un peu stupide, mais c'était après la guerre, donc on était très optimiste, parce qu'il n'y a pas de bien-être dans tous les plans. Enfin, ça peut exister pendant quelques temps, mais pas en général. Mais quoi qu'il en soit, le bien-être est transformé dans l'esprit des gens. La santé, du moins, est transformée de bien-être en absence de maladie. Et à ce moment-là, toute la politique, ça va être de favoriser le développement, en particulier hospitalier, hein, avec la création des centres hospitalo-universitaires en 1958. Que la politique est centrée sur la lutte contre les maladies mortelles et et curative, hein, la prévention. C'est intéressant parce que alors cette vision n'est absolument pas holistique, hein, ne considère pas la santé dans son ensemble, n'est pas du tout une vision collective. Les médecins sont très individualistes à l'époque, sont d'ailleurs toujours, et il n'y a pas de participation des usagers. Moi, mon maître me disait, ben, qu'est-ce que c'est que la consultation? C'est la rencontre d'une confiance et d'une conscience. Et ça fonctionnait comme ça. Et ça continue, hein, c'est pas forcément mal. Alors, la, la, la santé publique est totalement oubliée. Alors qu'avant, bon, bah, l'hygiène a été très importante pendant longtemps, et à tel point qu'il y a eu deux épidémies importantes qui ont tué beaucoup de gens. En 1957, il y a eu 100 000 morts en France. En 1968, avec deux grippes, une grippe de Hong Kong et une grippe de je ne sais où, avec 40 000 morts, et c'est passé totalement inaperçu. La presse n'en a pas parlé. Bon, on a pu la ressentir nous-mêmes, mais bon, c'est passé comme ça, quoi. Alors, tout va bien. Je veux dire qu'il y a un développement hospitalier considérable. La croissance à cette époque est d'environ 5% annuel du PIB par an, et on arrive relativement bien à absorber les dépenses qui croissent. À tel point que en 1950, les dépenses de santé, c'est 2,5% du PIB, et en 1985, c'est près de 7%. Alors, le problème, c'est que avec la crise du pétrole et puis dans les années 80, la croissance diminue.
Et on ne peut plus donc vraiment continuer continuer ce développement, et il devient important de réguler les dépenses de santé pour freiner la hausse des prélèvements obligatoires, d'autant que on est situé dans la mondialisation et que le traité de Maastricht nous oblige à pas avoir de déficit public. Donc, il va falloir réguler les dépenses de santé sérieusement, mais il y a quand même un courant qui a été mis, enfin, qui a pu se développer un petit peu dans les années 80, où il y a eu les premières institutions de santé publique, si je puis dire, c'est-à-dire les observatoires régionaux de santé, et puis des comités de promotion de la santé. Donc on voit bien qu'on sort du curatif. Mais surtout, en 1991 ou 12, on crée le Haut Comité de santé publique avec le souci quand même de contrôler, d'essayer de maîtriser l'expansion des dépenses de santé avec des choix de santé intelligents. Et c'est pour ça qu'on crée le Haut Comité de santé publique qui est chargé de faire un rapport sur l'état de santé en France en comparant l'état de la France aux pays voisins et de faire un certain nombre de propositions. Je trouve que je participais activement à ce rapport, à ce bouquin, et un certain nombre de problèmes ont été sélectionnés, avec en particulier la mise en exergue d'un certain nombre de déterminants prioritaires. En particulier, on a considéré, à partir de travaux scientifiques, que les inégalités sociales de santé étaient en soi un déterminant et qu'il fallait agir le plus tôt possible sur ces déterminants. Et donc, il fallait améliorer les conditions de vie de la petite enfance. On a considéré que le système de soins était un déterminant parmi les autres et qu'il était important à ce moment-là qu'il fonctionne au mieux, de façon le plus efficace possible, à enveloppe donnée. Oui, c'est ça. À cette époque, quand on prend les trois secteurs en termes de dépenses de santé, le secteur curatif fait 85,5%. Le secteur médico-social, c'est handicap, personnes âgées, fait 8,5% des dépenses, et la prévention, c'est 2,5%. C'est le petit rikiki. Alors, dès lors, tout au long de la période qui va, mettons, jusqu'à la Covid, deux politiques de santé se sont souvent opposées et parfois complétées dans la définition des priorités et dans l'allocation des ressources. La première visait à réguler les dépenses de santé, la seconde visait à protéger et améliorer la santé de la population par une démarche stratégique de santé publique telle qu'elle avait été définie par dans le livre et dans le rapport du Haut Comité. À partir de là, donc, on va voir se développer des tas de choses. Et l'État va commencer par faire une gouvernance pour réguler les dépenses. Et il va accroître son rôle aux dépens de l'assurance maladie. Donc, je rappelle qu'il y a deux ministères de tutelle, le budget et les affaires sociales. Ça veut dire que le budget a un poids considérable, comme pour tous les autres secteurs d'ailleurs. Bon, alors, la réforme de la gouvernance, je ne vais pas passer sur les réformes, il y en a beaucoup, mais les deux principales, c'est les ordonnances Juppé de 1997 qui établissent une loi financière de financement de la sécurité sociale qui comprend un vote par le Parlement d'objectifs national de dépenses de l'assurance maladie pour les trois secteurs, hôpital, ville et médico-social. Donc, on voit que là, il y a un cadre qui enferme les acteurs
théoriquement dans des objectifs de dépenses pour l'assurance maladie, et il était prévu initialement que l'ONDAM tienne compte d'un certain nombre de priorités telles qu'elles avaient été définies par le Haut Comité de santé publique, où il y avait eu tout un débat qui n'était pas propre à quelques experts. Hein. On avait consulté des tas de gens, etc. Bon, en fait, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, sauf que l'État, pendant longtemps, a eu ces deux développements, mais ils n'ont jamais eu ils n'ont jamais eu des liens forts entre eux. Tous les 5 ans, pratiquement, c'est-à-dire à chaque alternance, il y a une réforme des soins curatifs qui précède la réforme de la santé publique sous forme de stratégie. Donc c'est ça, je vais en parler un petit peu, en sachant que beaucoup a porté sur la réforme de l'offre de soins curatifs, parce que comme c'est celui qui est le plus dépensier, c'est celui sur lequel il faut faire le plus d'efforts, c'est le plus facile, parce que s'il faut faire des efforts sur 2,5%, c'est plus compliqué que sur 85%. Alors, l'inconvénient du renforcement de l'État, c'est qu'il s'est accompagné du développement d'une vision managériale de plus en plus procédurale. Ça va contribuer évidemment au malaise des soignants. La capacité d'accueil des établissements de soins aigus, hein, médecine, chirurgie, obstétrique, a diminué sur la période, tant en nombre d'établissements que de nombre de lits. En 92, il y a 3318 établissements, avec, et en 2003, 2938, et on est passé, je passe, mais, et en 2021, à 2989 établissements. Donc, ça fait environ 400 établissements, et on est passé à environ de 500 000, j'ai mon schéma là, à 380 000. L'État voulait d'environ 100 000 lits. Alors, ça ne s'est pas fait sans mal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la période récente a vu se substituer à l'hospitalisation de plus de 24 heures, donc non pas de nuit, plusieurs jours, progressivement des lits d'hospitalisation incomplètes à la journée, voire même à rien du tout, parce qu'il y a des centres de dialyse qui n'hébergent pas les gens, on vient faire sa dialyse et puis on repart. Donc il y a une transformation qui explique en partie la diminution des lits. Parce que les syndicats disent on a supprimé les lits, là, c'est monstrueux. Certes, en plus, on a beaucoup supprimé les petites cliniques. Hein, maintenant, on voit des tas de centres de santé privés considérables avec plein de lits. Les assurances s'y sont mises. Et puis, donc, on a supprimé. Et puis, en même temps, la durée de séjour a diminué. Elle est passée environ de 10 à 5. En 60, elle était à 16 ou 17, voire 20, et maintenant elle est à 5 jours. Alors, la restructuration a connu un certain succès avec les hospitalisations de moins de 24 heures et l'introduction des usagers à l'hôpital. Parce qu'en 2002, Kouchner a fait voter une loi qui a introduit les usagers dans le système de santé. On a fêté il y a 20 ans, on a fêté en 2022 les 20 ans de cette loi qui est appliquée, certes, mais bon, probablement, la question c'est est-ce que les usagers ont la même idéologie que les médecins? Parce que s'ils n'ont pas d'idéologie autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision plus complète, plus globale, plus holistique de la santé, ils sont plus ou moins manipulés. Ils sont même parfois, ils en veulent plus que les médecins. Alors, tout médecin n'est pas consommateur. Alors, il y a eu des modifications dans la façon dont était financé l'hôpital. Au départ, c'était au prix de journée, donc on avait intérêt à garder les gens le plus longtemps possible, ça rapportait de l'argent. C'était assez inflationniste. Hein. Pas de question, on vous gardait le week-end, on ne faisait rien le week-end, mais on vous gardait parce que ça rapportait de l'argent. Maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Bon, alors, il y a eu un budget global qui était pas inintéressant. Le budget global, d'ailleurs, à un moment, s'est appuyé sur des regroupements de malades qui consommaient les mêmes consommations. Mais l'embêtant, c'est que ce budget global
n'était pas lié aux dépenses. C'est-à-dire que on savait combien on recevait, mais on ne savait pas combien on dépensait. Alors, il y a eu la réforme de la T2A, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'est mise en place à un moment, un très mauvais moment, très très mauvais moment, où la pression sur les dépenses de santé s'était accrue et la politique tarifaire est devenue à ce moment-là l'outil central de la maîtrise des dépenses hospitalières. Et ça va être redoutable. L'Ondam hospitalier était régulé par un mécanisme d'ajustement prix-volume et ça conduisait à une stagnation des tarifs alors que les coûts augmentaient parce que les salaires, ils ne restent pas, par exemple, je prends l'exemple des salaires, les salaires, ils ne vont pas rester flat, comme on dit, hein, pendant 10 ans. Donc, ça générait des déficits. Hein. Il y a eu un rabotage permanent du coût pour les hôpitaux, à tel point que globalement, la situation financière des établissements publics de santé n'a cessé de se dégrader. Par exemple, leur taux d'endettement passait de 34% en 2004 à 52% en 2016 et il était de 30 milliards en 2018. Et à cette date, 57% des hôpitaux étaient en déficit. Oui, oui, en général, je ne connais pas trop les associatifs qui représentent un petit lot. En général, les cliniques privées s'en sortent bien parce qu'on sait très bien en plus qu'il y a une sélection, c'est-à-dire que les urgences sont assurées essentiellement par l'hôpital public. Il y a quelques hôpitaux privés qui les assurent, mais on connaît la critique qui est faite. L'hôpital public doit répondre à tout, il ne répond pas forcément bien d'ailleurs. Hein, et en particulier, si on prend les CHU, bon, ils sont merveilleux, si on veut, dans l'hypertechnicité, mais le CHU, c'est aussi un hôpital général. Et là, par exemple, si on prend l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Paris n'assure pas correctement, je dirais, la médecine courante hospitalière. C'est priorité à la technologie de pointe. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu une augmentation considérable de personnel dans les hôpitaux, mais elle a été insuffisante pour compenser l'augmentation de l'activité. Parce que quand on hospitalise 2 jours, quand la moyenne de séjour passe du simple au double, il faut travailler plus. En plus, comme ben oui, il faut travailler plus. Et en outre, la conception de l'hôpital entreprise visant à améliorer la productivité par une meilleure utilisation des appareillages. Par exemple, il y avait plusieurs salles d'opération qui utilisaient une salle d'anesthésie. Des équipements d'imagerie fonctionnaient la nuit. Alors, mais bon, l'avantage, c'est que ce sont les recettes issues de la tarification des activités hospitalières qui déterminent les dépenses. Alors, le pouvoir du directeur a été renforcé. Il s'en est suivi une gestion reposant sur le quantitatif aux dépens de la qualité. Il y a un excellent rapport du Comité national d'éthique consultatif sur la crise de l'hôpital et qui montre combien on a déshumanisé les relations. Enfin, aller à l'hôpital public, maintenant, il faut s'accrocher. Hein, parce que, bon, si vous avez quelque chose de très grave, mais c'est très humanisé. Les conditions de travail du personnel sont devenues épouvantables. Et donc, il s'ensuit une gestion reposant sur la quantité aux dépens de la qualité, qui porte plus sur le respect des procédures que des résultats. Et l'ensemble fait peser sur le personnel médical et soignant des contraintes de plus en plus lourdes qui vont générer leur résistance et leur frustration. Et ça ne date pas d'hier, parce qu'en 2002, il y a un rapport qui est Hôpital 2007, c'était publié en 2002, qui montrait déjà que les soignants avaient de grosses difficultés face à l'augmentation de la demande et à l'hypertechnicité, parce que l'hypertechnicité n'est pas très humaniste. Alors, il faut rajouter que ça génère des difficultés de recrutement dans certaines disciplines et que, faute de bonne organisation des soins de ville, mais pas seulement, les recours aux urgences ont doublé en 20 ans, sans que les effectifs en personnel suivent.
et des recours peu justifiés médicalement, faute d'une coordination ville-hôpital, avec les soins ce qu'on appelle de première ligne, des sorties d'hospitalisation insuffisamment préparées. Si on ne prépare pas le retour à domicile, par exemple, des gens très âgés, eh bien, il y a des réhospitalisations. Quand on regarde les statistiques, on voit les réhospitalisations qui augmentent et qui sont en partie justifiées par le défaut d'organisation correctement de la sortie. Alors, il y a eu aussi, bon, l'effort a porté beaucoup sur l'hôpital, mais il y a eu des efforts d'organisation de la première ligne qui ont donné lieu aussi à des tas de développement d'expériences locales. Dieu sait si on sait innover sans évaluer, hein, et à chaque gouvernement on n'évalue pas et on recommence. Donc, il y a eu des réseaux, il y a eu des maisons de santé, il y a eu des tas de choses. Maintenant, on arrive avec des communautés professionnelles territoriales de santé, qui est une bonne conception. Je rappelle que la santé socialiste, à la fin des années 70, nous avions proposé des centres de santé intégrés qui proposaient prévention, soins et réadaptation, hein, et qu'il y en a eu un à Saint-Nazaire, c'était Claude Desvins. Donc ça fait 40 ans qu'on propose ça avec un succès vraiment modeste. Mais bon, maintenant c'est plus accepté parce que les professionnels ont quand même beaucoup changé, hein. Je veux dire, les jeunes ne veulent pas travailler comme avant, ils ont pas tort. Hein, c'est pas 60 ans ou 60 heures ou 70 heures par semaine comme faisaient les vieux médecins dans le temps. Ils avaient tort, mais enfin, bon, c'était leur problème. Ils veulent travailler moins. En plus, c'est féminin, c'est féminisé beaucoup, donc il y a les gosses. Et puis, les médecins n'ont pas trop envie d'aller là où il n'y a pas de service, où il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'école. Donc, tout ça explique une crise territoriale, en partie, qui s'explique par le fait que les médecins, ils n'ont plus envie de travailler comme, tout le monde, comme avant. Ils veulent travailler un peu comme tout le monde. Alors, ces expériences n'ont jamais été évaluées et elles sont mal relayées au niveau territorial, au niveau national, parce qu'il y a plein d'expériences intéressantes quand même. Mais ce n'est pas propre au secteur de la santé, hein. Dans plein de secteurs, il se passe plein de choses localement et le national est incapable. On est toujours top-down et jamais down-up. Bon. Alors, elle recourt au territoire comme lieu d'organisation du soin, de dialogue entre les différents acteurs du soin curatif, préventif et médico-social, et invente des formes de coordination entre acteurs développées par différentes instances, mais sans communication entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de tentatives de coordination entre acteurs qui ont été développées. Moi, j'en ai recensé au moins 5. L'assurance maladie en faisait un pour faciliter le retour à domicile. Il y avait les PRPA pour les vieux. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais ce qui est effrayant, c'est que les gens travaillaient peut-être dans le même secteur sans communiquer entre eux. Donc, il pouvait y avoir des redondances, alors qu'il y avait des manques criants dans le territoire voisin. Donc, ces expériences n'ont pallié ni les écarts de densité médicale auxquels je me référais au début, ni à l'organisation graduelle des urgences, parce que depuis 2003, les médecins assurent la continuité des soins sur la base du volontariat. Je peux me tromper, hein, parce que comme ça change un peu, mais ça n'a pas été rétabli, à mon avis. Puis quand c'est rétabli, c'est en fonction du gouvernement, ça change. Bon, donc elles n'ont pas lié ces expériences ni les écarts de densité médicale, ni les déserts médicaux, ni reconnu surtout le rôle du médecin généraliste. Il est parfaitement inacceptable aujourd'hui qu'un médecin généraliste soit moins payé qu'un médecin spécialiste dans la mesure où il fait les mêmes études, il fait l'internat. Vraiment, c'est considéré toujours comme le petit médecin spécialiste. Moi, je suis spécialiste, alors je peux cracher dessus, hein, sur les spécialistes. Bon, alors, pour conclure ce développement dans le secteur curatif, l'échelon national reste celui du pilotage, mais il tend à se concentrer sur une vision normative instrumentale aux échelons opérationnels.
et le niveau régional déconcentré s'est renforcé, mais ses marges de manœuvre restent limitées. Les agences régionales de santé qui ont été développées depuis 2009 sont relativement encadrées par le ministère. Alors, il y a parfois, ça dépend un peu des directeurs. Par exemple, Rousseau était excellent quand il était ARS d'Île-de-France, hein, avec un effort pour. Mais la majorité, quand même, ont une vision très juridico-administrative. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, je trouve que je travaillais un petit peu dans le cadre de la conférence régionale de santé et d'autonomie, c'est que théoriquement, les ARS, elles étaient là pour coordonner l'ensemble, faire de l'horizontalité. Or, la première chose qu'ils ont fait, c'est le secteur médico-social, la prévention, le curatif, hein, et les sous-directeurs de ces machins-là communiquaient entre eux, et puis ils ont surtout intégré l'assurance maladie régionale dans les ARS, ce qui n'est pas sans poser de problème, à tous les niveaux. Bon, alors, voilà ce que j'ai à dire sur le... Alors, le développement des politiques de santé publique a connu quelques succès et quelques limites. D'une part, à la fin des années 80, vous savez tous qu'il y a eu l'épidémie de VIH-Sida, enfin, c'est même au début des années 80, et plus particulièrement l'affaire du sang contaminé, qui est vraiment l'échec le plus complet de la santé publique. C'est-à-dire que les médecins ont refusé d'interroger les gens sur... enfin, de sélectionner les gens à risque parmi les donneurs. Parce que les donneurs, c'est déjà vachement bien, c'est ce qu'on pense, mais ils peuvent avoir se droguer éventuellement et avoir des relations sexuelles multiples. Bref, et en plus, une fois qu'on a eu du sang contaminé, les responsables de la transfusion sanguine ont voulu écouler leur stock. Donc c'est vraiment épouvantable. Et il y a un excellent livre qui s'appelle Sida Pouvoir contre Sida, qui comparait dans les années 85 la Suède, la France et l'Angleterre. C'est pas terrible en notre faveur. Bon, donc, de l'affaire du sang contaminé naît le concept de sécurité sanitaire, qui a donné lieu, comme toujours, à cette loi entre 1996 et 2007. Alors, au début, c'était la loi relative à la sécurité en matière de transfusion et de médicaments. Et puis, en 1994, la sécurité sanitaire est définie comme la protection contre les risques concernant la santé, et on se rend compte que les risques contre la santé qui surviennent, c'est à la fois des épidémies, l'hormone de croissance qui a constitué scandale aussi, la canicule, les attentats, et d'autres formes de risques, en particulier alimentaires, la crise de la vache folle, environnementale, la crise de l'amiante. Donc, le concept de sécurité sanitaire s'étend progressivement à l'alimentation et à l'environnement. Dès lors, la prévention en sécurité sanitaire devient une priorité. Et c'est le début d'une réforme institutionnelle importante qui va aboutir à la création de nombreuses agences sanitaires. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Hein. Alors, elles sont construites en pôles. Il y a le pôle population. Il y en a plusieurs qui vont fusionner dans Santé publique France en 2016. Il y a le pôle environnement et puis il y a les pôles produits sanitaires et autres, hein, qui vont... Bon. Alors, comme toujours, on a fractionné. Peut-être qu'on aurait pu, Santé publique, remarquer, regrouper plusieurs agences et ça se passe là encore souvent en silo. C'est compliqué de faire de l'horizontal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la suite de la grippe aviaire H5N1, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, chargé d'organiser un corps de réserve sanitaire tant pour les personnels et surtout pour les matériels, est mis en place. Et comme lors d'une épidémie suivante, Madame Bachelot est accusée d'avoir commandé trop de matériel et que ça a coûté trop cher, rappelez-vous, hein,
Et donc, on lui a reproché d'avoir acheté des tas de vaccins inutiles. Elle Eh avait bien, été mal conseillée. certainement, je ne la mets Non, pas du tout en cause, hein. non, je le pense. Oui, elle est mal. Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier que la DGS, entre parenthèses soit dit, a à sa disposition, je ne sais plus comment ça s'appelle parce que je l'avais. Si, je vais vous le dire. Oui, elle a un centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales qui assure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la réponse opérationnelle aux urgences sanitaires. Donc, théoriquement, elle avait dû être mobilisée. Quoi qu'il en soit. On va leur dire un mot là-dessus, Oui, parce que je connais bien ce oui, sujet. oui, je n'entends pas. Il faut en dire. Le budget trouve que ces dépenses sont excessives et donc on va transférer du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur, donc au préfet, la responsabilité de la réponse aux crises sanitaires. Alors, on le conçoit pour les attentats. En revanche, ça expliquera que les Prusses va disparaître, il va être intégré dans Santé publique France et il manquera cruellement peut-être lorsqu'apparaîtra l'épidémie de Covid. Et bon, il faut remarquer aussi que l'épidémie de Covid a nécessité la création d'un conseil scientifique particulier auprès du président, oui. Et ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup confiance à l'expertise des nombreuses agences ou à la DGS. C'est même un peu bizarre. Mais il était très bon, le conseil scientifique. Ce n'est pas lui qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est pourquoi ne fait-on pas appel aux multiples agences qui, pour santé publique, a des antennes en région. Bon, donc il y a quand même un développement de la sécurité sanitaire. C'est Abuto qui a pas mal développé ça. Hein, et c'est un point positif. On est théoriquement mieux armé. On peut considérer que la Covid, c'était tellement important que de toute façon, on n'a pas d'ailleurs si mal géré. Mal géré au début parce que comme les Prusses avaient disparu, il n'y avait plus de masques et on a dit, mais il y a quelqu'un, ça ne sert à rien les masques. Hein. Je ne sais pas si c'est le ministre ou quelqu'un de la direction de l'administration. Enfin bref, au départ, on s'est ridiculisé au lieu de dire qu'on n'avait pas les moyens. Après, on a géré ça pas trop mal. Ce n'est pas la question. Bon, alors, indépendamment de la mise en place de la sécurité sanitaire, dans le secteur de la prévention, on a assisté au maintien des responsabilités, de la fragmentation des responsabilités, auquel je faisais allusion au début, PMI, bon, santé scolaire, etc., avec des engagements financiers de l'État, en particulier pour la prévention collective, c'est-à-dire l'hygiène du milieu, etc. On est passé de 2,5 à 1,8. Bravo. Mais il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises dans le domaine de la promotion de la santé, développées localement, mais qui n'ont pas été capitalisées comme il se doit. Toujours top-down. En 30 ans, l'expression des politiques de santé en termes de stratégie de santé publique s'est exprimée par de nombreux plans et de programmes. Mais alors, l'exemple le moins mauvais, c'est la loi de santé publique de 2004, où il n'y a que 5 programmes, il y a 100 objectifs. C'est-à-dire que quand il y a trop de priorités, il n'y en a plus. Alors, finalement, les dispositifs n'ont pas cessé de se complexifier. Et la vision du futur de la santé de la population est moins nette aujourd'hui qu'elle pouvait l'être dans les années 90. Le nombre de priorités n'a cessé de croître. Les objectifs de santé à moyen terme ont fait place soit des orientations générales, alors c'est très gentil, mieux vaut prévenir que guérir, soit des mesures spécifiques dont le lien avec l'amélioration espérée de la santé est rarement explicité. On est vraiment dans une approche assez technocratique, ce qui n'est pas propice à la construction d'un consensus et n'aide pas les différents acteurs à se positionner. Depuis une quinzaine d'années, en termes de
d'action sur les déterminants, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est une intention évoquée de façon répétée. Pratiquement tous les plans stratégiques évoquent la lutte contre les inégalités de santé et les solutions sont toujours envisagées sous la forme quasi exclusive d'accès aux soins. Et encore. Mais les déterminants sont totalement ignorés. Les déterminants sociaux, les conditions d'existence. Alors, pas totalement, bien entendu, mais. Alors, la période a quand même, je ne peux pas être trop pessimiste, enregistré, il faut que je finisse. Oui. Bon. Je peux parler comme. Moi, je peux parler comme. Oui, mais justement. Comme Fidel Castro, hein. C'est bien qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Bon. Ben, la période a enregistré quelques avancées, mais ça s'est passé au niveau central quand plusieurs conditions étaient réunies. Le meilleur exemple, c'est la baisse des accidents de la route, où à la fois ça a été bien conçu et bien opérationnalisé dans la durée. Autre exemple, c'est l'Institut national du cancer, qui incontestablement a ouvert des pistes sur des sujets qui n'étaient pas envisagés. Mais c'est surtout, le plus souvent, en fait, c'est des échecs, parce qu'il y a un manque de moyens humains et matériels, il y a un manque de temps nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre les programmes. Il y a surtout, ce qui est très important, le plus important peut-être, c'est un défaut de logistique par manque de compétences en gestion de projet et en communication, et un défaut d'échange d'informations et d'expérience. C'est-à-dire, ce qui marche ne remonte pas, et en plus, l'administration, de façon générale, n'a aucune expérience, aucune compétence en gestion de projet. Elle a une vision juridico-administrative, managériale. En outre, je finirai par ça, faute de prendre en compte l'analyse des obstacles d'ordre structurel ou opérationnel qui ont été décrits dans de très nombreux rapports, et dans le souci de répondre aux préoccupations des corporatistes curatifs, les pouvoirs publics ont multiplié à l'infini institutions, plans, priorités, et il s'en est suivi une absence de vision globale et des défauts de coordination au niveau stratégique et opérationnel. Alors, on a quand même pu modérer l'augmentation des dépenses de santé, qui est légèrement supérieure au PIB, mais qui aujourd'hui tourne, alors je parle de la consommation de soins et biens médicaux, qui tourne autour de moins de 10% du PIB. Si on prend les dépenses nationales de santé, c'est plutôt autour de 12%. Mais le système a su aborder l'inflation des prix des médicaments, des innovations. Quand on voit que les nouveaux traitements anticancéreux coûtent 10 000 euros par an par personne, on peut s'interroger sur le futur. Enfin bon, d'une façon générale, les prix des médicaments ont été maîtrisés à tel point que les pharmaciens s'en plaignent. Et d'autre part, il y a un manque de médicaments. L'industrie pharmaceutique médicale. Hein? Les génériques. Oui, absolument, les génériques, mais je veux dire encore plus. C'est encore plus bon marché pour les pharmaciens, ils s'en plaignent. Bon, et les plans récurrents de maîtrise des dépenses, en fait, éclipsent régulièrement les mesures de santé publique et ne remettent pas en cause les moyens financiers débloqués pour les médecins. Quand ils ne remettent pas en cause, je veux dire, les moyens pour les mettre en œuvre. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, pour finir, les difficultés et limites décrites renvoient à des dysfonctionnements dans la gouvernance, tant au niveau territorial qu'en ce qui concerne la prise en charge individuelle et le parcours des soins des patients et des personnes handicapées, et le fonctionnement du système décisionnel en silo, la logistique souvent défaillante faute de leaders responsables, faute de compétences et de savoir-faire opérationnel, fait que la politique de santé trouve mal sa place dans le débat public. Elle reste entre les experts et l'administration. Et que si on veut s'en sortir, face aux futures menaces, face au vieillissement démographique, face
nouvelles menaces épidémiques, face aux innovations technologiques, eh bien, il faut que la démocratie sanitaire puisse s'exprimer à tous les niveaux. Voilà. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer mes tableaux, mes figures. Et, et, alors, il y a un trait. On les fera passer peut-être. Oui, oui, il y a un très intéressant travail fait par l'OCDE qui montre les liens entre l'espérance de vie, les croissances de l'espérance de vie et les déterminants en termes de mois. Quand ça augmente beaucoup, sur une dizaine d'années, c'est les dépenses de santé quand même. Alors, c'est sur l'ensemble des pays de l'OCDE, hein, ce n'est pas sur la France. Et ça augmente environ 32 mois De vie. de vie. Oui. Avec l'augmentation des dépenses de santé. Oui, supérieure à 10%. Ça veut dire une augmentation importante, mais sur 10 ans, elle a augmenté de beaucoup plus de 10%. L'éducation, c'est environ 20%. Et les habitudes de vie aussi. Voilà. Ça veut dire que les recommandations qui sont faites, c'est faites de la politique de santé intersectorielle, c'est-à-dire pas seulement le ministère de la Santé, mais l'ensemble des ministères qui y contribuent, le logement, l'éducation, etc. L'environnement, l'industrie. Voilà. Merci Jean-Claude. Si je comprends bien, il y a souvent de bonnes intentions, mais qui sont mal mises en œuvre, ou plus exactement, qui sont mises en œuvre de façon trop complexe, et qui n'ont peut-être pas les résultats qu'ils auraient escomptés. C'est comme ça que j'ai un peu... Oui, plus le top-down et pas le bottom-up. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein d'innovations intéressantes. Il y a eu plein d'organismes, les villes santé, les centres, je ne sais pas parce qu'ils ont tous des signes à la loi, mais les communautés professionnelles de santé aussi, je veux dire, mais il y a les comités de santé mentale locaux, enfin, qui font plein de choses avec les élus, les soignants et les professionnels, et ça ne remonte pas. Parce que ce n'est pas modélisé et ce n'est pas évalué. Il va y avoir des avis différents. Ça ne me dérange pas. Pour la discussion pour ceux qui veulent. Laure. Oui, donc, merci. Oui, moi, je vois quelque chose, mais je trouve quand même qu'il est un peu pessimiste, parce qu'il y a quand même des choses qui ont vraiment changé, vraiment amélioré. Et déjà, il faut quand même dire qu'on est un des pays qui dépense le plus. Oui, mais justement. Bon, alors peut-être c'est mal géré, mais enfin, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas un manque de moyens. Parce que oui, tout à fait. Là, il y a encore des... Tout à fait. Une étude qui vient de sortir, alors c'est des dépenses sociales générales, je ne sais pas comment on est un pays qui dépense. Non, c'est les États-Unis. Non, mais de l'Union européenne, c'est plutôt l'Union européenne. Oui, le remboursement par la part. Oui, l'Union européenne. Alors c'est toutes les dépenses sociales. De toute façon, on n'a pas un moment. J'ai bien sorti, je l'ai vu dans le monde. Oui. Aujourd'hui, c'est pas un manque de moyens globalement. Alors peut-être c'est une mauvaise solution, ça. Mais enfin, il y a quand même des choses qui ont changé et qui sont bien améliorées. Enfin, moi, je ne vais pas tout citer, mais par exemple, dans le domaine du médicament, hein, c'est vrai que les médicaments, quand j'ai commencé, c'était vraiment, on prenait les médicaments, il y avait très peu de sécurité. On a développé, alors, des agences qui sont important, un parcours du médicament très, très contraignant, hein, sur les blocs tension, d'une part de l'AML, puis après du renforcement, et puis une pharmacovigilance, enfin, plein de systèmes. Même, il y a eu un défibrillateur, mais c'était une crise qui datait un petit peu, sur un médicament qui datait un petit peu justement de cette époque où il n'y avait pas de traitement. Maintenant, il y a quand même un contrôle beaucoup plus important.
des exigences plus hautes, et en termes d'efficacité aussi. Moi, c'est la moitié du capital, enfin, les médicaments ne servaient à rien. On a fait le ménage et les rats qui étaient faits. Non, il faut vraiment des preuves scientifiques pour que le médicament soit commercialisé puis remboursé. Alors, je peux citer ça. Je peux citer aussi dans le domaine de la médecine, vraiment en ce qui concerne la médecine. Quand j'ai commencé la médecine, le médecin était libre de toutes ses prescriptions. Vraiment, on pensait qu'en regardant son malade dans le il savait tout ce qu'il fallait faire. Alors que s'est développé vraiment considérablement ce qu'on appelle l'évidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine fondée sur des preuves, et qui ont amené des recommandations très précises pour le traitement par exemple, du diabète, de l'hypertension. Et ça fait partie de la prévention. Quand on dit que la prévention ne se développe pas, c'est aussi ces recommandations qui disent aux médecins dans le médecin traitant, c'est pas organisé, mais c'est le médecin traitant qui sait ce qu'il faut faire comme examen de prévention pour toutes ces maladies. Et il y a des recommandations bien strictes qui sont maintenant appliquées global aussi, quand même, par rapport à ce qu'on oui, il y a 20 ans ou il y a 30 pas de ans, doute. c'était le choix de la nuit. Enfin, maintenant, un médecin ne peut pas prétendre avoir l'expérience seul. Maintenant, il y a des recommandations qui ont quand même vraiment amélioré vraiment la qualité des soins. Donc, bon, je ne vais pas en citer d'autres exemples, mais je trouve que quand même, il y a eu une sécurisation au niveau. Alors, ce n'est pas dans le domaine de la gestion. Parce que le système de soins est tellement vaste qu'il y a plein de facteurs. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses positives. Petite réflexion. Jean-Claude. Je connais mieux l'économie. Quand on parle des dépenses de santé en France, attention à la comptabilité nationale. Parce que la France gère un système d'état de santé avec la sécurité sociale de façon très importante. Donc, on gère en France une assurance qui, dans les autres pays, sont gérées par le privé. Donc, ça rentre en partie dans les dépenses de l'État. Ça n'empêche pas que les dépenses de santé sont importantes en France par rapport à d'autres pays. Mais ce poids devrait être exclu pour une véritable comparaison de la comptabilité nationale et de ses peut-être pas exclu, mais enfin bien isolé, bien isolé. Parce qu'effectivement, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, si on ajoute les dépenses de santé publique et les dépenses de santé privée, on n'a pas les mêmes chiffres. En plus, je peux ajouter en fait que les dépenses de prévention sont totalement inconnues. Parce que l'eau potable, parce que les frigidaires, tout ça, ça ne rentre pas dans la prévention, mais c'est de la prévention. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme prévention relevant du ministère de la Santé n'a rien à voir avec la prévention. La salubrité de l'air, éventuellement, quand elle... Donc c'est compliqué. Moi, j'avais demandé qu'on me donne le budget de la prévention. Personne n'est capable de dire, parce que pratiquement tous les secteurs contribuent à la prévention. Il y a beaucoup de secteurs, quoi. Oui, donc moi je suis médecin, mais j'ai travaillé à la Caisse nationale d'assurance maladie et notamment à la fin de ma carrière dans les négociations avec les professionnels de santé libéraux. Et donc, bon, je ne pense pas que les syndicats, ou infirmiers ou autres, représentent forcément toute la profession, c'est même un des gros problèmes. Oui, c'est un des gros problèmes. Mais ce qui était très frappant, c'était le corporatisme et le fait que, et ça c'est quand même lié à la formation aussi, c'est-à-dire que ça essaye de changer, mais je ne sais pas, il faudra du temps, parce que c'était très impressionnant. Il y avait des réunions interprofessionnelles. On essayait de bâtir entre autres, ça a été fait, par exemple, la négociation sur les maisons de santé pluriprofessionnelles libérales, pas des centres de santé. Et il y en a et ça se développe, et c'est tout à fait un mode de pratique qui félicite les jeunes, parce que ça permet de mettre en commun et justement de travailler avec des kinés, des infirmières, d'autres professionnels. Et donc, quand on mettait ces gens autour de la table, d'abord, quand les médecins parlaient, les autres derrière, parfois les pharmaciens parlaient un peu, et puis les infirmières, il y avait une espèce même
santé où vous allez voir comment ça se passait. Il y avait vraiment des gens qui étaient militants, qui avaient des projets. Il y avait un mal fou à travailler ensemble parce qu'il y a en fait des infirmières libérales qui ont échappé à l'hôpital où elles sont dominées par les médecins. Elles n'avaient qu'une hantise, c'est que les médecins leur remettent la main dessus, alors qu'en libéral, elles avaient un peu la paix. Et ça, c'est bon. Donc, ce corporatisme et cette façon, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le manque de transversal, mais c'est pas que dans ce domaine. Oui, c'est dans la France. C'est le côté très centralisé. Mais donc, ça veut dire que c'est normal que ça mette du temps, parce que il faut le temps que les pratiques changent avec les nouvelles pratiques, la façon dont les gens vont développer une nouvelle façon de travailler ensemble. Il y a aussi une autre chose qui est très importante que tu as, sur lequel je pense qu'il faut peut-être aussi insister, c'est que, parce que tu as beaucoup parlé de la médecine curative, mais c'est en effet le gros sujet, c'est le vieillissement de la population. On soigne mieux, je sais pas, les infections, par exemple, une série de choses. Par contre, il y a un gros défi qui coûte, c'est la prise en charge des personnes âgées qui vivent de plus en plus longtemps et pas toujours en bonne santé. Et donc ça, c'est vrai aussi que là-dedans, par exemple, je pense que c'est en train de se développer. Le rôle des infirmières, il peut être énorme et très important. Et il n'y a pas que les médecins ou l'hôpital. Enfin, il y a tout un réseau. Par exemple, on parle du fait qu'il y a des déserts médicaux, mais il n'y a pas de désert infirmier. Ça, je peux vous dire. Il y a même il y a des grosses différences, mais il n'y a pas de désert infirmier. Et donc ça aussi, les médecins, ils disaient qu'ils s'étaient roulés sous le travail, mais s'il s'agissait de donner des transférer les tâches aux infirmières, c'était l'horreur. Ça a été pareil avec les pharmaciens. Par exemple, pour les vaccinations. À la pharmacie, qu'elle progressait. Non, il fallait voir, monitorer comme si le monde allait s'arrêter de tourner. Donc ça, je pense que moi aussi, je pense que les choses vont évoluer. Et je pense qu'il y a aussi d'énormes choses qui vont évoluer parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui va arriver. Je pense que dans le domaine de la médecine technique, les spécialistes vont peut-être devoir vont peut-être être beaucoup plus remplaçables que les généralistes. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça peut bouleverser oui, parce que le radiologue, je ne sais pas ce qu'il lui restera avec une bonne intelligence artificielle. Et même, enfin bon, je fais ça un peu sur forme de bouton, mais je pense que c'est des dangers qui peuvent tellement transformer que, dans tous les domaines de notre vie, mais dans ce domaine-là, je pense c'est vraiment important. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont jouer. Et en France, ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui m'a frappé en travaillant dans le système d'assurance maladie, on parle toujours de moyens et on est très mauvais en organisation. Alors, à la fois dans la gestion étatique, tout ce qu'on veut, l'assurance maladie, c'est pas ce qu'elle fait de moins bien parce qu'elle a un réseau. Là encore, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais l'hôpital, quand moi je suis allée en tant qu'accompagnant de patients, pas trop pour l'instant en tant que patiente, c'est terrible la mauvaise organisation. On parle tout le temps, il manque de moyens. Mais il n'y a pas que le manque de moyens, il y a un problème vraiment de façon de travailler. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question que je me pose depuis des années, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors je sais qu'il y a les 35 heures aussi pour jouer. Et il y a aussi ce cercle vicieux, c'est dans des services débordés, les gens en ont marre, donc ils s'en vont, comme ils s'en vont, il y en a moins, comme il y en a moins, etc. Donc, pour casser ce cercle vicieux, comment faire ça, Non, mais la vision technique de la médecine, quand même, détruit en partie le rôle relationnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une déshumanisation dans les hôpitaux, les gens courent tout le temps. Il y a un turnover. Oui, absolument. Alors que l'infirmière, la même infirmière. Non, les malades ne savent pas qui est leur infirmier ou infirmière. Dans le temps, c'était pas comme ça. Oui, parce que ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de problèmes d'organisation. Par exemple, quand on arrive à l'hôpital, une fois sur deux, on ne vous trouve pas dans l'ordinateur. C'est quand même, peut-être que ça a progressé, mais chacun avait son système informatique. C'était pas foutu de travailler ensemble. Les ARS n'avaient pas le même. Il y a eu des milliards de pour qu'ils essayent de faire les choses. C'est vraiment affolant. Et quand on est au cœur de l'auteur, on s'indigne tous les jours. Mais c'est pas le manque d'argent. Je pense pas que ce soit le manque d'argent. Non, mais c'est pas propre au secteur de la santé. Il faut se rappeler quand même le scandale Vauban, où l'armée n'était pas payée pendant je ne sais combien de mois à cause d'un défaut d'informatique. Donc, c'est propre à la France. Quand on part du plan calcul jusqu'à maintenant, on est vraiment dans le service public lamentable en termes d'informatique. Et puis, les compétences au bon endroit. Parce que, par exemple, à la mission dans les hôpitaux, c'est un service, à mon avis, très important parce que c'est le contact avec les patients et par rapport aux droits des patients. Alors, on ne met pas les meilleurs non plus.
Cela On étant, arrête là. cela étant, pour aller dans le sens de l'optimisme, bien qu'en étant sceptique, étant donné le corporatisme, donc je vais encore donner un exemple. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des infirmiers en pratique avancée. Oui, ça, c'est- Bon, comme on manque de médecins et qu'il faut permettre au temps médical d'être vraiment médical, pharmaciens, infirmiers peuvent faire autre chose, mais les médecins n'y sont pas favorables. Et deuxièmement, vous avez vu pendant la Covid cette espèce d'abruti qui représentait tel syndicat médical, parce que comment faire pour réduire les inégalités territoriales en termes d'installation? Ben, il y a des zones sous-denses et des zones surdenses, et dans les zones surdenses, si les pouvoirs publics étaient un petit peu plus courageux, hein, aucun médecin ne s'installerait dans une zone surdense, hein, sauf s'il y a un médecin qui meurt ou qui s'en va. Oui, comme, Exactement. Mais oui. ça, Mais c'est pas pour autant qu'il irait dans les zones Soudan. C'est ça le sujet, on n'est pas sûr. ben, non, mais non, ils ne veulent pas en entendre parler, absolument. Mais en Allemagne, depuis des années en Allemagne, on ne conventionne plus les médecins s'il y a assez de médecins. Parce que c'est un système qui est géré par l'assurance maladie. Alors que chez nous, il y a toujours l'État qui vient s'interposer. À bas l'État. Il y a quand même des bonnes expériences. Parce que, par exemple, Ah, il y en a plein. Pour les ophtalmos, c'est une bonne expérience qui a marché et qui est vraiment généralisée. C'est pour les ophtalmos. On a les ophtalmos, bon, on commence par un test clinique, qui sont quand même, pas besoin d'un niveau bac plus 11 pour faire tous ces tests. Donc, on a délégué cette aux opticiens. D'ailleurs, dans notre pays. Oui, oui. Depuis à des orthoptistes. Bien sûr, oui. Oui, oui. Et donc, maintenant, ça se généralise partout. L'ophtalmo voit simplement avec tous les résultats. Tout à fait. Presque une C'est pour ça que la méthode, Et donc, on économise d'un médecin. Ça, c'est quand même une expérience qui a bien marché. c'est pour ça que ça m'étonne le délai de 2 mois pour voir un ophtalmo, parce qu'avec ces 100, Oui, c'est ça, c'est amélioré. a priori, tu peux pratiquement pendant les 2 jours avoir un dans certains centres. Je ne fais que rapporter ce qui est. Même les ophtalmos prennent des. Vraiment, ça. Oui, mais les centres ne sont pas partout. Et Non. Non, mais par exemple, certains centres dont tu parles, Même des ophtalmos libéraux. certains centres dont tu parles sont même d'ophtalmo, je parle d'ophtalmo. Je sais, j'ai pratiqué, je t'en ai parlé. Sont passés à des centres, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils sont peu en secteur 2, ils sont en secteur 1. Ben oui, mais ça c'est à cause de Non, mais ça veut dire que. Ils sont secteur 1 parce qu'ils facturent les actes techniques de fait l'orthoptiste. Oui, mais ça veut dire qu'une partie de la population ne va pas y aller. Et donc, c'est des secteurs 1 donc ils sont remboursés justement ces centres-là. Non, je dis au secteur 2, je veux dire. Oui, ben justement, ça va plutôt vers le secteur 1. Non, mais je me trompais, c'est-à-dire qu'ils font une surfacture. Et donc, il y a des endroits où ils ne sont plus accessibles à la population pour lesquels c'était prévu. Donc, c'était. Je veux savoir, et qu'est-ce qu'on dit des téléconsultations? Il y a des effets, Ça commence à être remboursé. Il y a des cas où c'est parfait. Hein. C'est pour la première consultation, c'est pas terrible, mais pour suivre quelqu'un. C'est pas remboursé quand c'est pas. Mais à mon avis, en santé mentale, par exemple, si les psychiatres l'acceptent, qu'il a un autre problème, c'est parfait. Moi, j'ai vu aux États-Unis, mais il y a déjà 20 ans au moins, des consultations de psychiatrie, parce qu'on n'examine pas les gens. Il y avait un bon contact, parce que oui, oui. Mais en Australie, où il y a des distances incroyables, il y a la télémédecine, c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est un bon avenir. C'est d'ailleurs une des recommandations pour pallier au déficit de médecins. Vous avez vu la SNCF qui veut faire ce qui n'est pas du tout idiot, mais les médecins, évidemment, là, ce n'est pas totalement idiot. Je vous rappelle qu'il y a des bureaux, dans les zones rurales, des bureaux au service du public. On peut parfaitement concevoir qu'il y ait une infirmière qui aide à la téléconsultation avec le médecin à la ville. Et les SNCF Il voulait organiser dans les gares
Mais ça se fera peut-être parce que écrit, mais pas une continuité d'histoire. Est-ce qu'on peut... Une question. Ce qui m'effraie un petit peu là-dedans, c'est j'aimerais que, il me semble que la santé, c'est quand même, ça ressort de Reagan, au même titre que l'armée, la justice, l'éducation. Ça, c'est la première chose. Et donc, partant de là, j'ai l'impression que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est une sorte de corporatisme entre les médecins, les pharmaciens, les infirmières, enfin, c'est quelque chose de... Il faudrait, avant tout, il me semble, peut-être remettre un peu d'ordre là-dedans, parce qu'on a empilé des choses, on a empilé des plans, on a empilé des plans, on a empilé tout un tas de mesures, de lois qui sont quelquefois contradictoires d'ailleurs, et c'est peut-être qu'il faudrait remettre ça, comment dire, essayer de restructurer tout ça, mais en profondeur. Parce que entre les médecins, qui sont finalement que des fonctionnaires, oui, je sais que je vais les choquer, mais en quelque part, c'est l'État qui paye la sécurité sociale. Donc, il faut quand même que tous ces gens-là prennent conscience que c'est le peuple qui paye, et donc il faudrait peut-être restructurer en profondeur tout ça, parce que je pense qu'on ne s'en sortira pas. On a des expériences, comme vous dites, qui sont intéressantes, mais ça reste local. C'est ça qui est, pour moi, est inquiétant. Je voudrais avoir votre sentiment. Hein, l'État, il intervient à différents niveaux. Donc, que l'État national définisse les grandes priorités, qu'elles soient votées par le Parlement en s'appuyant sur l'état de santé de la population qui permet de définir des priorités. Mais ensuite, il faut décliner. À quel niveau? Parce que je n'ai pas parlé de la complexité territoriale. Une part de la santé, l'accompagnement, disons, échappe à l'État. C'est les départements. Les vieux et les handicapés, ils sont financés à la fois par le département et par l'assurance maladie. Alors ça ne va pas. Et en plus, les départements ne font rien, ils financent. Et qui financent sans rien faire un contrôle bureaucratique. J'ai participé à des recherches internationales qui montraient bien ça. Quand c'est une municipalité du Danemark qui finance et qui gère, elle essaye de mieux répondre aux besoins de sa population. Quand c'est un département qui finance comme ça, alors je sais bien qu'il a des équipes qui vont voir un petit peu, mais ce n'est pas les services départementaux qui vont mettre en œuvre les services. Donc il faut simplifier. Il faut simplifier. Et peut-être faut-il donner aux communes un rôle plus important. Parce que de fait, il y a plein de communes qui font des choses, et théoriquement, la commune, elle assure uniquement la sécurité sanitaire. Il y a une question de dimension. Oui, non, mais communes, moi je ne suis pas pour les communes, je suis pour les cantons et les villes. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Cantons, mais il y a un certain moment dans des textes, c'était 15 000, à partir de 15 000, une commune peut faire des choses. En dessous, il faut que ce soit une intercommune, quoi, évidemment. En plus, le construit social de la santé n'est pas forcément le découpage administratif. À un moment, quand on définissait les priorités régionales, dans le Nord, ils ne suivaient pas les territoires administratifs, ils avaient construit socialement des territoires de santé. En plus, c'est compliqué, parce que pour les gens qui bossent, quel est leur territoire de santé? Là où ils bossent ou là où ils vivent? C'est pas évident, je veux dire. Est-ce que justement les PPS, là, mais ça, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. En fait, l'idée, alors je ne sais pas si ça marchera, et là c'est pareil, ça marchera suivant les endroits. Il y a des endroits, ils vont être moteurs, ils vont y arriver bien, parce qu'ils s'entendent en façon maladie, ARS, libéraux, hôpital, et puis d'autres endroits où ça fonctionnera moins. Mais ça, c'était un peu l'idée, c'est d'avoir des projets collants à des
territoires de santé qui peuvent être définis. Et en fait, ce qui semble le moins mal, c'est ça s'appelle je sais plus, tu vois ma mémoire. Bon, alors, je ne vous ai pas répondu complètement, mais je pense aujourd'hui que l'assurance maladie, elle ne sert plus à grand-chose. Parce qu'elle est tellement. Non, mais je ne dis pas qu'il faut la supprimer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? D'une part, une partie de son financement provient de l'impôt, la CSG, et d'autre part, elle est tellement tenue par l'État qu'elle devient un peu une chambre d'enregistrement. Alors, la, la, la Caisse nationale qui regroupe tout pourrait faire des choses, mais elle fait pas grand-chose quand même, parce que elle fait pas grand-chose, parce que elle avait, dans le temps, l'assurance maladie avait à sa disposition les médecins conseils. Les médecins conseils faisaient vraiment un boulot qui n'était pas un boulot de santé publique. Les médecins conseils, ils contrôlaient les gens ou ils contrôlaient que les médecins ne dépassent pas trop, alors qu'ils auraient pu essayer d'évaluer des choses. Non, l'assurance maladie est complètement passée à côté du rôle qu'elle aurait pu prendre, c'est-à-dire un vrai rôle de santé publique pour juger de l'efficacité des programmes hospitaliers. C'est elle qui finance, ça aurait été logique. Tout ça n'a pas été fait. Elle a permis la légitimité. Oui, totalement. Parce que maintenant, oui, mais bien sûr. Sur le libéral, il y a quand même pas mal d'évaluations. Il y a une évaluation. Elle a... Oui, non, mais c'est pas l'assurance maladie. Non, je sais pas l'assurance maladie. Une question ici. Levez la main si vous voulez poser. Vous n'avez toujours pas répondu. Non, mais il faut définir les échelons. Ce n'est pas l'État qui met en œuvre le. Jean-Claude, une question aussi. Oui, pardon. En tant que spécialiste de santé publique, quels sont les grands enseignements que vous retirez de l'épidémie de Covid et les grands axes que le gouvernement pourrait reprendre? Ça a coûté 48 milliards. Les dépenses de prévention ont bondi, 11%, à cause des masques et des vaccins. Alors, ce que j'en tire, c'est que le début, vraiment, ça a été horrible. Ça a été horrible. Et ça a été horrible parce qu'on n'a pas voulu parler des manques, alors qu'on n'aurait pas dû avoir de manques, puisqu'il y avait les Russes. Oui. Deuxièmement, la communication n'a pas été terrible. Au départ, on vous montrait les morts. Troisièmement, alors sur le plan épidémiologique, c'est minable. Pourquoi? Il n'y a pas eu un sondage de population qui ait permis de savoir quelle était l'incidence de la maladie. C'était compliqué, parce qu'il y a plein de gens... S'il n'y avait pas de politique de testage. Oui, il y en avait. Pas suffisant. Mais un échantillon, ça peut être... Ah oui. Je n'ai pas dit la population, j'ai dit une politique de testage. Oui, oui. Pas. Non, mais il y avait... Même quand il y a eu des tests, je veux dire, on ne sait pas quelle est l'incidence de cette maladie. On sait simplement le nombre de tests positifs sur le nombre de gens testés. Et il y a plein de gens qui n'avaient la maladie sans le moins de symptômes, ils ne sont pas fait tester. Donc on ne sait pas combien de gens, en fait, ont été touchés. On sait simplement les gens touchés qui ont été testés. Ça, à mon avis, c'est un défaut. Or, dans certains pays, par exemple en Allemagne, oui, sûrement, on a pris... Je sais que ça a été fait dans une ville, je ne sais plus laquelle dans le... Oui, mais ça n'a pas marché. Les gens ont refusé ou quoi, parce qu'on est en France et qu'on n'aime pas trop ça. Bon, bref, au point de vue épidémiologique, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment... c'est pas très... Oui. Il y a des étudiants qui ont été mobilisés, je crois que c'était en Bavière, si tu veux, pour aller tester les gens, quoi. C'est important, ça. Bon, en revanche, sur le plan... Alors, après, c'est santé versus économie. On arrête le pays ou on ne l'arrête pas. On ne peut pas arrêter le pays, puisqu'il y a des gens qui continuent à assurer les services nécessaires. Donc là, on est en pleine contradiction, parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas se déplacer, mais on laisse les gens se déplacer, donc ça devient difficilement compréhensible. Et puis, ça soulève aussi la question, faut-il imposer ou faut-il arriver à convaincre, en particulier pour la vaccination? Moi, évidemment, je trouve inadmissible que des soignants refusent la vaccination. Ils n'ont rien à faire pour moi dans le système de santé ou le système de soins, rien. En plus, alors, il y a eu les réseaux qui ont manipulé, puis on a vu des trucs incroyables, enfin, les gens qui manifestaient dans la rue en disant c'est comme le nazisme, enfin voilà. Donc,
J'en ai vu encore il n'y a pas très Oui, longtemps. oui, non, mais ah oui. À Saint-Michel. Mais je veux dire que globalement, le bilan est moyen, parce qu'en termes de morts, on se situe dans le deuxième groupe s'il y a 3 groupes. Il y a des pays qui ont réussi magnifiquement. La Nouvelle-Zélande, il doit avoir 10 morts. La Corée du... Oui, mais c'est plus facile dans une île. Grande île. 2 îles. C'est pas... Oui, sauf qu'ils étaient touchés. Hein. La Corée, Taïwan, et puis les pays nordiques n'ont pas fait mal non plus. Les pays en Europe, les pays les plus mauvais, c'était les pays de l'Est. Je crois que la Hongrie détient le record de morts rapporté à la population. Enfin, les États-Unis ont fait beaucoup plus mal que nous, mais on se situe en moyenne. Mais je trouve que bon, il y a eu le problème de faut-il ou non laisser les enfants aller à l'école. Enfin, ça n'a pas été trop mal géré à ce point de vue-là, quoi, semble-t-il. Mais je ne suis pas un expert. Est-ce que oui, Michel. Alors, deux petites remarques et puis 2 petites questions. Première remarque, ton tableau est un peu pessimiste quand même, mais il y a quand même quelque chose, c'est l'évolution de l'espérance de vie sur 30 ans ou 40 ans, qui a quand même pas mal évolué, même si je crois que l'espérance de vie en bonne santé a moins bien évolué que l'espérance de vie totale. Enfin, donc ça, c'est la première petite remarque. Plus on vieillit, plus on risque d'être malade. Oui, c'est le rançon. C'est la rançon. Deuxième chose, sur tu parlais du bottom-up, d'après ce que j'ai pu comprendre sur le sida, et les associations de malades, exact. Vraiment plus. Tout à fait. Je crois que là, ça serait peut-être un bon modèle à suivre dans d'autres types de modèles. D'accord. Alors, l'espérance de vie, je montrais à Bernard, on ne sait pas trop pourquoi ça s'est amélioré. Peut-être que les dépenses de santé y ont contribué. Là, il y a un rapport OCDE très intéressant qui essaye de chiffrer les mois gagnés sur 10 ans en fonction de l'augmentation d'un certain nombre de déterminants et l'amélioration, par exemple, du tabac ou de l'alcool. Bon, les dépenses de santé semblent le premier facteur, mais l'éducation et les revenus sont très importants. Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, ce dont je n'ai pas parlé, j'ai eu tort, c'est la baisse de la mortalité prématurée. Ça, c'est beaucoup plus important. Parce que finalement, l'espérance de vie, à partir d'un certain âge, ça n'a plus aucun intérêt en termes de santé publique. Non, je dis, si c'est en termes de santé publique, ça n'a pas d'intérêt. Ça a de l'intérêt pour les individus, bien sûr. Hein. Mais je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est important, c'est la mortalité prématurée. Et là, on était mauvais et on est devenu meilleur. En particulier les hommes. En particulier grâce au... Oui, au moins ça, on est bon. Non, mais à cause des accidents de la route. Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'était déjà très bon. Oui, mais on était très bon. La mortalité cardiovasculaire est passée de la première cause à la deuxième. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Le développement de la prévention. Oui, oui, absolument. Mais alors, sur les gains d'espérance de vie, on se demande si ce n'est pas lié, parce que le gros problème, c'est les facteurs temps. Quand on se casse la gueule, on vous opère, c'est fini, donc le temps, c'est immédiat. La prévention, ça porte sur des années, je veux dire, pour que c'est un impact dans la santé. Si vous fumez, votre cancer du poumon, vous le ferez 30 ans après. Alors, on se demande si les gains d'espérance de vie, d'ailleurs, en plus, j'ai regardé les gains d'espérance de vie. Malheureusement, ça porte pour 80% ou 70% chez les gens âgés de plus de 70 ans. Donc, c'est moins intéressant et on aura de moins en moins de gains d'espérance de vie parce que finit par mourir. Si ça porte sur les gens de 80, 85, il y en a de moins en moins. Donc, les gains d'espérance de vie, il ne faut pas s'attendre à de grands progrès à terme, hein, dans la mesure où les gens qui meurent, c'est les vieux. Ben, ils ne peuvent pas gagner. Oui, ils ne peuvent pas gagner beaucoup, quoi, je veux dire. Hein. Sauf peut-être. Oui, d'accord, mais enfin, il y en a, mettons, 100 000 au lieu de 16 000. Il y a sans doute un facteur alimentaire aussi qui est souvent négligé. Et alors, il y a certains pays qui ont une alimentation, par exemple, moins carnée, Japon, qui ont une espérance de vie plus longue. Donc,
on a encore un gain de ce côté-là. Absolument. Malheureusement, les viandards chez nous s'y opposent. Je le sais très bien parce que j'ai été dans ce milieu-là. Oui, bah, c'est comme tous les milieux qui ont intérêt, c'est du corporatisme. Voilà. Ça, c'était mes. Oui. J'ai deux questions plus fondamentales. La première, c'est j'ai un certain nombre d'amis médecins qui m'ont dit un des gros problèmes de l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, il y a trop d'administratifs. C'est Il y a vrai. la T2A et autres. Ça, c'était ma première question. Et la seconde, tant que j'y suis, c'est le problème du financement des études de médecine. Parce qu'on a fait un système à la française comme avant, où pendant longtemps on a dit les fonctionnaires ils ont des tas d'avantages et puis ils ne se fatiguent pas trop, donc ils ne sont pas bien payés. Et les études de médecine en France par rapport à d'autres pays, notamment aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, c'est gratuit, mais on va vous exploiter parce que vous allez faire l'internat, parce qu'il y a l'histoire de la 4e année supplémentaire de nouveau, et après, on ne vous donnera pas de contraintes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une négociation? Alors, je sais bien que les médecins libéraux vont hurler, mais la vraie négociation, c'est de dire qu'il y a quand même la nation, la collectivité qui paye vos études, alors que dans certains pays, un Américain, il sort avec 200, 300, 400 000 dollars de dette. Bon, à ce moment-là, il y a un certain nombre de contraintes, peut-être pendant un certain temps. Moi, je ne suis pas contre, mais il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Est-ce que les études médicales sont gratuites? Je ne suis pas convaincu. On paye très peu. Hein. Non, non, on paye très peu, mais... Oui, c'est ça, c'est les droits universitaires. Hein, Ceci étant dit... En revanche, pour moi, c'est un exemple pour la formation. Et il y a tout le débat sur à donner une certaine, un minimum pour les jeunes de moins de 26 ans. C'est un débat. Et je trouve que la médecine a réussi ça parce qu'on est externe, on ne touche pas grand-chose, mais on touche quelque chose. Et quand on est interne, on touche plus. Et ça, je trouve ça bien. Je pense que si c'était le cas dans d'autres professions, ça serait bien. Alors après, je suis d'accord que on devrait rendre à l'État s'engager, mettons 4 ans. Parce qu'il faut une certaine fonctionnaire. Oui, oui. Les administrateurs civiques. Oui, oui. Oui, oui, non, mais moi je suis pour, je vous l'ai dit, enfin j'ai travaillé sur les soi-disant déserts médicaux. Tant qu'on voudra pas, que l'État ne fera pas un effort pour équilibrer les zones sous-denses par rapport aux surdenses, et quand on voit les syndicats médicaux comme ils s'expriment, hein, et puis moi ça me débecte, tu vois, quand je vois des étudiants en médecine qui défilent en disant on prend votre santé en otage alors qu'ils ne connaissent rien à la santé, ils connaissent à la maladie, mais les syndicats de jeunes médecins, je me souviens, pareil. En fait, ça fait très peur aux politiques. Parce que les politiques voient les étudiants de médecine dans la rue qui vont entraîner les autres. Oui, oui. Et puis, rappelez-vous les médecins qui se sont fait tabasser sur le pont Alexandre III du temps de Barreau. Ça a marqué ça. François, si tu voudrais, moi je voudrais poser une question aussi. Alors vas-y. Je n'arrive pas à poser une question. La dévalorisation du statut de médecin généraliste ne va pas poser un problème assez rapidement. Le choix des jeunes va plutôt vers la spécialité. Oui. Oui, si on ajoute ça aux effets du numerus clausus il y a une trentaine d'années, là, alors que le rôle du médecin généraliste, il est clé. C'est un rôle fondamental. L'orientation vers plus Alors, allons dans ce sens-là, pour compléter peut-être par ma question. Il avait été question que le médecin généraliste soit en quelque sorte coordinateur des soins. Il devrait recevoir, d'ailleurs, une prime ce sujet, il reçoit plus. Dans la réalité, oui, il reçoit. Oui, c'est une rémunération qui n'est pas énorme, il la reçoit, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas une réforme ratée? C'est-à-dire que en fait, la coordination n'a pas réellement lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de coordination entre les médecins qui suivent un patient par le médecin généraliste. C'est-à-dire que le patient, il suit des soins, mais dans des couloirs parallèles, sans qu'il y ait jamais de rencontre, ou pratiquement jamais, avec le médecin généraliste qui devrait être le coordinateur. Il y a
plusieurs cas de figure. La coordination, une question qui est abordée dans le domaine, disons, des soins aux vieux, et la gériatrie, pas la gérontologie. La gériatrie, et ça fait au moins 40 ans. Le problème des personnes dites âgées, c'est qu'il faut une approche globale de la santé très fonctionnelle. Mais là, je parlais des gens pas âgés, Non, je mais- parlais des enfants de... Oui, mais à pas mon des avis, vieux. oui, mais les vieux, comme les handicapés, ils ont besoin d'un référent qui les suive pendant longtemps. Et ce référent, c'est pas forcément un médecin, parce qu'il y a d'autres questions. Oui, d'accord, mais ça... Alors le médecin, après, ça pose la question, quelle est la place du médecin par rapport au référent? Alors maintenant, pour les autres populations, je suis bien d'accord. En particulier, on sait que des gens qui sont en affection de soins de longue durée n'ont pas de médecin traitant. Ah, c'est pas bien. Il devrait avoir un médecin traitant. Cela étant, le médecin traitant peut déléguer un certain nombre de choses. Les infirmiers en pratique avancée peuvent faire des prescriptions sous la responsabilité du médecin. Et moi, je suis d'accord. Hein. Le médecin généraliste, de toute façon, il est clé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revaloriser la fonction du médecin généraliste de cette façon-là? Elle l'est. Oui, mais la rendre plus effective, parce que je ne trouve pas qu'elle soit effective. C'est déjà un honoraire Oui. pour les affections de longue Mais c'est durée pas seulement qui Je rémunère pense le que médecin. c'est pas une question d'honoraire. La coordination. Alors, La plupart, moi j'ai un médecin généraliste qui ne consulte pas mon tableau. L'autre jour, tu m'as envoyé chez un dermatologue qui a été voir mon tableau. Comment on appelle ça, Non, mon dossier médical. Bon, c'est le premier médecin que je vois regarder. Mais c'est le premier médecin. C'était mon médecin. Non, mais permettez-moi, mon médecin généraliste n'a jamais été le voir. Je n'ai jamais vu un médecin généraliste. Mais oui. Mon médecin généraliste n'a pas d'ordinateur. Bon, d'accord. Il Donc là, il y a vraiment un problème. Je dirais presque qu'on devrait payer le généraliste qu'une fois qu'il a rentré. Ça va être obligatoire, de toute façon. Oui, mais Il il le- On devrait Après, il le fera. payer quand on va bien. Non, mais là, maintenant, c'est vraiment un outil merveilleux. Non, mais tu as raison, ça devrait. Mais il y a quand même les messageries sécurisées qui se développent et qui sont quand même un outil de coordination vraiment très important. Et ça se développe. Donc, il faudrait faire un effort sur ce terrain-là, oui. Oui, je voudrais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que la crise actuelle, la difficulté pour avoir un médecin généraliste, un médecin traitant, moi je viens d'avoir eu un petit problème pour avoir dans une ville qui n'est pas la mienne, avoir un médecin, avoir un commentaire sur des résultats d'analyse, etc., ça devient difficile, il y a des délais énormes, des choses qui peuvent être graves. Ne pensez-vous pas que tous les accidents qu'il va y avoir et la crise qui s'annonce Elle sera pire que vous. va bouger les choses? Oui, Est-ce que vous peut-être. voyez comment ça peut bouger les choses? La grosse difficulté, c'est qu'on a affaire à un corps médical qui est libéral dans son esprit. Parce que le seul moyen, c'est d'organiser territorialement, hein, mais il faut du courage politique et jusqu'à jour d'aujourd'hui, les majorités, quel que soit leur bord, n'ont jamais voulu affronter le corps médical. Je vous donner un exemple. Georgina Dufoy, quand elle était ministre, il y avait le syndicat de gauche qui était le syndicat de la médecine générale. Elle aurait pu s'appuyer sur eux. Elle ne l'a pas fait. Alors, on ne peut que affronter le corporatisme médical, surtout en période de rareté. Alors d'un autre côté, ils sont forts parce que comme ils sont pas très nombreux, ça leur donne du poids parce qu'ils disent si vous m'emmerdez. Mais il y a aussi l'argument qu'a donné François. L'argument qu'a donné François, c'est ce que disaient les jeunes. Ils disaient ça. Ils disaient si vous faites ça, c'est une mauvaise idée parce que vous allez décourager le fait qu'on veuille devenir généraliste. Parce que si on a une contrainte et comme on ne peut pas y aller, on n'y ira pas. Et il y a peut-être d'autres moyens. Il faut déjà les payer autant que les spécialistes. Ah non, ils sont moins payés. 25 €, je crois. 25 €. Ah, Le généraliste, c'est le métier le plus difficile. Hein. Médecine.
sont payés non seulement à l'acte, mais ils sont payés Oui. tout un tas de Oui, oui, rémunérations. s'ils acceptent totalement. Oui, Oui, mais quand on compare les médecins salariés et les médecins spécialistes rapportés au revenu moyen, le médecin salarié, c'est 3,2 fois alors, le revenu moyen. Le libéral, c'est 5 fois, 4, et le spécialiste encore plus. Et l'infirmière, alors c'est la salariée, 0,9 probablement. Non, non, je ne dis pas la libérale, je dis la salariée. Alors, c'est non plus, c'est un peu comme les enseignants, ils ne sont pas très payés. C'est probablement au début, mais moins que le salaire moyen, ça n'incite pas à être infirmier dans les services publics. Mais les maisons de santé, en général, les médecins, Non, Il y a deux sortes de les médecins de santé, c'est des médecins libéraux, et les centres de santé municipaux ou associatifs, c'est des salariés. les deux modèles. et justement, quand on n'est pas dans chaque fois ailleurs, c'est que vous allez dans C'est un bon modèle aussi. Ah oui, c'est un bon. Oui, mais il y a le problème de la rémunération. Hein. Le problème de la rémunération, il n'y a pas de rémunération idéale. Il faut des rémunérations mixtes. C'est-à-dire que l'acte, si on regarde vos yeux ou si on prend la tension, ou si vous avez une angine ou je ne sais pas quoi, l'acte, c'est parfait. Quand il faut prendre des gens qui nécessitent du temps, ça ne marche pas. Hein, à tel point qu'au Canada, quand on examinait les oreilles, ben, le médecin faisait venir les gens 2 fois. Une consultation pour l'oreille droite, une consultation pour l'oreille gauche. Ben non, mais l'acte, le paiement à l'acte est inflationniste. Même en général, quand on a nos yeux, on regarde les deux, on peut voir pareil et les oreilles pareilles. Oui, mais je veux dire, c'était un cas de figure qu'on donnait pour illustrer le paiement à l'acte. Mais il y a aussi des inconvénients. On va peut-être arrêter là. Je n'expliquerai pas pourquoi aujourd'hui pourquoi Bachelot avait fait une erreur qui n'était pas de son fait uniquement. Mais une autre fois, je vous raconterai peut-être cette histoire. C'est lié à la grippe aviaire, bien évidemment, et au fait qu'entre le corps médical non seulement est mandarinal, mais il ignore les autres secteurs. Et tu parlais de prévention de santé publique beaucoup plus générale, c'est que les médecins en général sont restés dans leur secteur. Et pour ce qui est apparu depuis la grippe aviaire, depuis la vache folle et la grippe aviaire, et puis maintenant avec le Covid, c'est que les animaux, ça existe aussi, que la nature, ça existe aussi, que la ville, ça existe aussi, et que donc il faut pouvoir se parler. Et juste qu'en 2005-2008, les médecins, l'Organisation mondiale de la santé, ne parlaient jamais aux autres organisations s'intéressant à la santé. Comment ? Oui, notamment aux vétérinaires. Et donc en fait, ça aussi c'est quelque chose, et on est en train de passer au niveau international à une conception Global Health. One Health ou Global Health, qui est aussi très intéressante, dont on pourra peut-être reparler une autre fois, parce que c'est quelque chose qui peut peut-être jouer un rôle dans l'avenir, hein, et pas simplement chez nous, mais dans l'ensemble de la planète. Et cette fois-ci, en lien avec une autre question dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la santé de la planète, quoi, notamment le climat. En tout cas, merci.